Bienvenue dans la première nuit du podcast belge. Ils sont 7 à avoir répondu à l'appel d'LVDT Audio pour ces 7 heures de live en direct depuis la Grand Poste de Liège. Confidence sur la cuvette, paumée, l'heure des éclaireuses, baleines sous cailloux, transmission Popcorn Club et At This Moment, ils et elles sont tous venus pour passer un moment ensemble et avec vous. En live et sans filet, exercice inédit pour la plupart d'entre nous, on sent l'adrénaline jusqu'ici. 3, 2, 1... Go. Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez? Puisqu'on en est aux confidences, je vais t'en faire une de confidence. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. Je te dis que ça soulage. Confidence sur la cuvette. Dans l'intimité des podcasts belges, pour la nuit du podcast. Pour moi, les toilettes, c'est le seul endroit où je n'arrive pas à manger. J'ai déjà essayé de terminer une tartine en allant faire pipi, c'est impossible. Et toi ? Alors moi je crois que j'ai jamais vraiment essayé de manger sur la toilette, mais pour moi les toilettes, c'est un endroit extrêmement fonctionnel, mais c'est aussi un moment où on est seul avec soi. Je m'appelle Olivier Grinard, je suis coordinateur en éducation permanente et mon podcast s'appelle Transmission, le podcast. Je m'appelle Caroline Poisson, je suis vidéaste, réalisatrice, musicienne, organisatrice d'événements et formatrice aussi. Et mon podcast s'appelle le Popcorn Club. Le Popcorn Club, c'est le podcast liégeois qui parle de pop culture dans le cinéma principalement. On invite à chaque fois 2 personnes, on aime avoir un expert et un supra fan, et on parle des sujets qui sont un peu nos sujets préférés avec Vincent, avec qui j'ai créé le podcast, qui sont les films pour nous qui représentent le mieux la pop culture, et on essaye de... Je n'arrive pas en 30 secondes. Et c'est dur, hein. Je peux recommencer si tu veux. Je poursuis. Oh là là. Donc, c'est affreux. Donc, on parle de pop culture avec des amoureux du 7e art, du cinéma et des films que souvent, en conversation polie et intello, on n'ose pas dire qu'on aime bien. Alors, Transmission, le podcast, c'est la table ronde qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture, donc ce qui me rejoint avec Caroline. Et donc, c'est un podcast cinéphile où on est 3-4 et qu'on débat autour des films qui soit font l'actualité, soit qui sont rétrospectifs, mais qui sont ressortis d'une manière ou d'une autre. Et on essaye d'aller un pas plus loin que, on va dire, le journalisme généraliste sur le cinéma. On essaie de faire quelque chose qui soit relativement cinéphile, tout en étant dans une ambiance décontractée. Et c'est un podcast qui a été créé, on va dire, sur les brisées d'un site internet qui s'appelait Le Passeur Critique, où nous nous sommes rencontrés avec mes comparses, Manuel As, Lucien Alflantz et Julien Rombaud. Nous écrivions pour ce site et puis ensuite nous avions très très envie de nous voir plus souvent, donc on a créé ce podcast il y a 6 ans. Ouais, j'allais dire, elles sont longues tes 30 secondes. Hein. Mais au moins, t'as réussi à faire une phrase sans faire « e ». 3 mots pour définir ta démarche. Vas-y, Olivier. Alors, cinéphilie, convivialité et exigence. Nostalgie, recherche et rencontre. On est assez exigeant avec les films eux-mêmes et on pinaille beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas et par contre on est vraiment dans une recherche du cinéma pur, d'une émotion qui est retransmise par un langage original des images. Recherche, en fait pour chaque podcast avec Vincent, on met un point d'honneur à regarder absolument tous les films dont on parle. Donc à chaque fois qu'on fait, par exemple, on a fait James Bond, on a prévu de faire James Bond, on a eu un petit problème avec un invité, on a regardé tous les James Bond. On a fait Miyazaki, on a regardé tous les Miyazaki. Donc on a vraiment on a absolument envie de tout regarder. Par contre, à l'inverse d'Olivier, en tout cas, je peux parler pour moi, vu que je suis sur la cuvette sans Vincent, moi je suis hyper bon public. Et vraiment, j'arrive à... En fait, par exemple, tous les films que j'ai aimés petite, je n'arrive pas du tout à leur trouver des défauts, tellement j'ai envie de garder mon regard d'enfant. Et tu vois ce que je veux dire ? C'est hyper chaud en fait pour moi d'arriver à critiquer des choses qui m'ont passionnée quand j'avais 10 ans. Et j'arrive pas. 3 mots pour dire ce que n'est pas ton podcast. Le Popcorn Club
n'est pas prétentieux, n'est pas organisé et n'est pas... Donc, et n'est pas court. Oh, pardon. T'as fait un regard à prétentieux, tu trouves que notre podcast est prétentieux? Non, que mon podcast est prétentieux. Pardon. Ouh, ne pas rire dans le micro. Non, il est prétentieux dans le sens, enfin dans un certain sens. Bruxellois. Non, pas. J'habite Bruxelles, je ne suis pas oui. bruxellois. Enfin bon, si je suis Français. bruxellois. C'est Je suis pire. français, c'est pire. Non, je dis qu'il est prétentieux dans le sens où on sait très bien qu'on s'adresse à une niche en fait. On n'est pas du tout. On a tendance à ne pas être généraliste et nous, notre but, c'est vraiment de toucher une niche cinéphile. Même si on essaye quand même d'être accessible pour tout public, mais c'est vrai qu'on a tendance à balancer tout un tas de références qui sont peut-être un peu obscures ou un peu opaques pour l'auditeur. Donc voilà, nous on sait qu'on est un podcast de niche, ça c'est sûr. Donc Transmission n'est pas généraliste, Transmission n'est pas régulier, Transmission n'est pas ennuyeux. Ah, c'est bien ça. Mais je pense que justement, c'est ça qui va être intéressant d'avoir un crossover entre nous. C'est que on va parler on a un sujet qui nous rassemble à fond et on n'a pas du tout la même ligne éditoriale. Donc je pense que ça va être assez épique. On verra bien. Mais c'est vrai que nous, on est dans une recherche perpétuelle de cette ligne éditoriale. Mais Et que nous, on est hyper foutraque. moi, non, vous avez sans doute une ligne éditoriale plus claire que la nôtre, en fait. Tu penses? Je Nous, on crois. a trouvé que votre organisation, on s'est dit, ah, c'est comme ça qu'on organise un podcast. Nous, on se dit, on va parler de ça et on y va, quoi. Ah. On s'est dit qu'en fait, il fallait peut-être faire une conduite. On n'a jamais fait de conduite, nous. Hein. Tu vois, on a appris comme ça, c'est cool. Les 3 kiffs de cette aventure. Alors nous, on a eu un super gros kiff, c'est qu'on a invité un de nos héros critiques qui s'appelle Jean-Baptiste Torret. On l'a invité à Bruxelles dans le cadre de la sortie de son livre sur Michael Mann, Mirage du contemporain. Et donc nous avons passé 2 jours avec lui, on a joué un peu les attachés de presse, on a fait une émission de 2 heures avec lui sur la carrière de Michael Mann. Ça, c'était un très très gros kiff. Le kiff, c'est aussi qu'on a noué un partenariat avec le Kinographe à Bruxelles et donc on a présenté des films chez eux. Et puis on a organisé une séance d'un film de Michael Mann chez eux présenté par Jean-Baptiste Torret. Donc ça, c'est vraiment cool, ça nous a permis de rencontrer des gens. Et puis le gros kiff aussi, c'est que nous, on se voit et qu'on parle de cinéma encore beaucoup plus que quand les micros sont allumés. Alors, un kiff énorme, c'est que nous, on a un tout jeune podcast, on a 7 épisodes, et qu'on se retrouve à participer à l'année du podcast avec des gens qui font des podcasts depuis plus longtemps et tout. C'est un gros kiff parce que nous, on a fait ça vraiment à l'arrache. Un deuxième gros kiff, c'est de pouvoir faire une émission type radio en mangeant beaucoup. Parce que nous, on mange énormément pendant les enregistrements, et on s'en fout que ça fasse des bruits dans le micro. Et un troisième kiff, je pense que ça rejoint vraiment Olivier, c'est de pouvoir parler cinéma. Et souvent, après, on coupe les micros après 2 heures d'enregistrement et on continue, on va en parler encore pendant 1 heure parce qu'on se dit que ça va faire trop pour l'émission, mais qu'on s'arrête pas en fait. Et c'est de rencontrer des gens qui sont aussi fans que toi. Tous ces gens qui, quand ils étaient ados, ils avaient l'impression qu'il n'y avait personne comme eux. Le déclic pour prendre le micro. Le déclic pour prendre les micros, ça a été que le blog ou site internet pour lequel nous écrivions avec mes camarades était en train de mourir à petit feu, et donc on avait envie de faire quelque chose ensemble, mais on avait aussi envie de se voir, et donc du coup c'est ça qui a déclenché le truc. Moi j'ai un ciné-club à Liège depuis 11 ans maintenant, et Vincent était un des fans du ciné-club, et nous, le déclic, ça a été qu'ils me disent une fois en buvant un verre, et si on lançait un podcast sur le cinéma? Et on s'est dit ok, voilà, c'était un déclic très spontané, comme un peu tout ce qu'on fait et ce que je fais dans la vie. Combien de dollars tu gagnes avec ton podcast? Alors, pour paraphraser Wayne's World, que je suis sûr Caroline aime beaucoup, le jour où on arrivera à gagner des sous avec Transmission, c'est aussi le jour où j'arriverai à chier par la pine. Mais Merci pour cette belle référence. Mais pour le moment, on est même devenu une coopérative. Donc, c'est-à-dire que tous les trimestres, on met un peu de sous dans Transmission pour se payer les billets de train ou un petit peu de matos quand il faut.
Nous, ça nous coûte juste les bières et le popcorn qu'on amène pour les enregistrements, parce qu'on a la chance d'enregistrer chez Equinox FM qui nous prête gracieusement tout le matos. Donc ça nous coûte juste des bières et à manger. Enfin, ça ne rapporte rien, en gros. Si, ça rapporte de l'amour et... c'est beau, ça. C'est beau, hein. C'est un peu cucu, mais j'aime bien. Combien de fois tu vérifies le nombre d'écoutes? Eh bien, figure-toi que je ne check jamais le nombre d'écoutes parce que je ne sais pas comment on fait. C'est assez opaque. Je ne sais pas comment on le fait. Je check les vues YouTube, mais on est sur YouTube, mais on est sur plein d'autres applis de podcast, donc je ne sais pas quels sont les résultats de ces applis et je me demande parfois si j'ai envie de le savoir. Et moi, je me suis rendu compte en payant la facture après 1 an d'abonnement à la plateforme de podcast que je pouvais voir le nombre de vues. Je savais même pas que c'était là, j'avais jamais regardé. Mais je pense que Vincent, il regarde un peu plus que moi. Faudrait que je lui demande. En 2 mots, cette expérience cuvette? J'ai un peu envie de faire pipi. Moi, je me sens bien. Enfin, je suis un peu nerveux. J'imagine que ça s'entend dans ma voix. Mais c'est une bonne manière de briser la glace avec Caroline, vu qu'on va passer la soirée ensemble. Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous, donc nous sommes le Popcorn Club et Transmission le podcast. On est là pour 1 heure avec vous et on va parler de plein de choses. Alors tout d'abord on va parler de la pop culture parce que c'est un peu le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. On est 2 podcasts cinéma mais on ne traite pas le cinéma de la même façon. Alors dites-moi les garçons, donc on a Vincent, on a Lucien, on a Olivier, moi c'est Caroline. Olivier, Vincent, Lucien, la pop culture c'est quoi? Qui commence? Ben, je peux me lancer. Vas-y. Donc, déjà, je suis super content d'être là. Bonjour à tous les auditeurs. Merci Caroline, merci l'équipe de Bruxelles Podcast Festival, du Grand Poste et de LVDT. Donc, la pop culture, c'est quoi? Vaste sujet. Merci. Voilà, on a remercié tout le monde, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour. C'est fait, on peut s'en aller, on lâche le micro. Alors, la pop culture, c'est quoi? Vaste question. En fait, nous, on a une tagline dans Transmission, c'est qu'on est le podcast cinéphile qui fait le grand écart entre la pop culture et le cinéma d'auteur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Le cinéma d'auteur, bien sûr, ça sous-entend un cinéma qui serait une culture avant-gardiste, élitiste, une culture de niche. Donc, c'est vrai qu'on va avoir tendance à s'intéresser à des films qui sont réservés, on va dire, à un public averti. Mais on fait aussi le grand écart vers la pop culture. Et la pop culture, donc, a contrario, ce serait la culture qui serait reconnue par le plus grand dénominateur commun. Et donc c'est sûr que nous, on va s'intéresser aux 2 choses, donc autant les films mainstream qui ont des grosses sorties, que des films qui ont des plus petites sorties mais qui nous intéressent, qui ont éveillé notre curiosité, souvent parce que ce sont des auteurs qu'on suit. Puis aussi la pop culture, ça peut être aussi quelque chose qui va assimiler la culture des marges. Je vais un peu m'expliquer, c'est-à-dire que moi, par exemple, ayant grandi dans les années 80, à l'époque, je rougissais un peu quand je disais que j'aimais bien Jackie Chan et le marin des mers de Chine. Et pour les années 80, c'est normal, là, a priori. Voilà. Et mes parents trouvaient que c'était vraiment débile de regarder des trucs pareils, que c'était vraiment du mauvais cinéma. Et puis après, au milieu des années 90, il y avait Rush Hour comme culture de masse, et puis il y avait Matrix après. Donc, ça a été récupéré, ça a été mis dans la pop culture. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être autant sur les films de niche, on va dire, avec un langage, disons, évolué ou qui n'est peut-être pas très accessible pour des gens qui ne sont pas cinéphiles. On va être aussi sur des films qui vont être très large public et on va en tout cas essayer de garder un œil sur les marges et on va essayer de tout prendre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait tout. C'est-à-dire que quand on aime le cinéma... C'est notre côté bâtard. Ouais. Pour paraphraser Jean-Baptiste Toré, quand on aime le cinéma, on l'aime totalement. Ça ne veut pas dire que tout se vaut, ça ne veut pas dire qu'on va apprécier toutes les mêmes choses avec la même échelle de valeur, mais ça veut dire qu'on peut tout aimer. Et donc, voilà, donc nous, la pop culture, c'est ça. Vous l'aimez quoi? Ouais, après, on défend peut-être quand même un cinéma qui se veut populaire et qui, dans l'imaginaire collectif, pourrait être considéré comme de la pop culture, mais qui est un peu singulier, qui donne peut-être pas ce qu'on peut attendre de lui dans un premier temps.
qui puisse élever le discours, le spectateur, et qui en sortant d'un carcan qui est souvent assez strict dans ce qu'on entend par la pop culture. Mais on espère toujours de lui qu'il soit un minimum subversif et le plus souvent singulier. Donc en fait, oui, on dit qu'on fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et la pop culture. C'est une tagline parce qu'on a besoin d'une tagline. Mais en fait, nous, ce qu'on aime, c'est surtout, je pense, le cinéma d'auteur à travers la pop culture. Et on cherche en fait presque toujours à prouver que c'est pas toujours une contradiction. On défend aussi pas mal un cinéma qui se veut visuel et qui utilise son visuel et sa mise en scène pour faire passer ce qu'il a raconté simplement dans tous les sens du terme. Et donc peut-être un cinéma qui commence à parler aux tripes et au subconscient avant son intellectualisation. Après, c'est à nous de jouer nos rôles nous comme vous, nos rôles de relais, de passeurs, de relais pour dépasser ce simple état émotionnel, pour aller toucher peut-être ce qu'on pourrait appeler la raison, ou appelons-la comme on veut. C'est si beau. Je cite aussi Danet, qui est quelqu'un d'important dans ma cinéphilie, qui est quelqu'un dont je pense dont il faut lire les textes. Parce qu'on vient tous d'un podcast, d'un site qui est le Passeur Critique, qui faisait référence à cette formule, qui est donc l'idée que la cinéphilie a besoin de passeurs de devant, un derrière l'écran. Alors ça peut être la critique, ça peut être la camaraderie, ça peut être un père, une sœur, qu'importe. Ça peut être un projectionniste aussi, peut-être comme dans le film dont on va parler plus tard. Donc voilà, c'était un peu pour... Projectionniste ou un regard d'enfant. Bien sûr, bien sûr. Et Vincent, peut-être toi tu peux un peu parler aussi de notre positionnement en tant que Popcorn Club. C'est toujours un peu compliqué de parler de pop culture parce qu'il y a beaucoup de définitions en fait, du terme et surtout des idées reçues sur ce que ça veut dire. Et aussi suivant certaines strates de spectateurs, quand tu les traverses, tu te rends compte que tu n'as pas exactement la même idée de ce que c'est. Souvent une idée reçue, j'ai l'impression que la pop culture tourne énormément autour de la notion de divertissement et que c'est aussi cette notion-là qui parfois fait que ça peut être mal vu, même si tu prends étymologiquement le terme, le côté divertissement, ça te détourne finalement en fait de ce qui paraîtrait vraiment être important. Mais en fait, un truc qui me paraît vraiment pertinent avec la pop culture, quand tu parlais de culture peut-être plus légitime à opposer avec, c'est qu'en fait, il y a l'idée que cette culture légitime, cette culture plus élitiste, c'est une culture qui n'est pas accessible à tout le monde parce que tout le monde ne maîtrise pas les codes pour pouvoir y accéder. Et par les codes, en fait, j'entends même pas des codes cinématographiques, c'est parfois souvent des codes sociologiques aussi. Je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus pour pas dire trop de conneries parce qu'on commence à sortir de ma zone de spécialisation, mais en gros, il y a l'idée que c'est aussi une façon de s'accaparer une certaine forme de part culturelle. Et j'aime bien prendre cet exemple-là, moi, en fait, en parlant de ça, c'est que dans les années 80 que tu évoquais plus tôt, s'il y a un film qui était fort dénigré à l'époque et qui depuis est devenu un classique, c'est le film Scarface, qui à l'époque était vraiment un film qui était connoté banlieue et qui était très porté dans les banlieues. Et à ce moment-là, il y avait vraiment cette idée que, mais ça en fait c'est de la pop culture, c'est pas de la belle culture élitiste, machin, tout ce que tu veux, celle qu'on doit vraiment avoir. Et finalement, je sais pas si on est d'accord autour de cette table pour dire que Scarface finalement a acquis cet état de classique. Et donc il y a l'idée aussi de parfois refaire un petit peu le point sur certains films, de se dire mais comment il était accueilli à la base, comment est-ce qu'on peut le considérer aujourd'hui, et c'est notamment le cas aussi de beaucoup de films de McTiernan, à commencer par Die Hard, Last Action Hero, ça je sais pas, mais voilà. Mais il y a ce fait aussi que, il y a ce fait aussi qu'on a cette pop culture qui, à l'époque, tu disais, toi, tes parents qui trouvaient que tu regardais un film ou l'autre, c'était pas il n'y avait pas ce côté assez intello, je ne sais pas comment tes parents te l'amenaient, mais ils disaient, c'est pas un film qu'on regarde en fait, on ne dit pas ça. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a un peu cette mode aussi de la pop culture où maintenant c'est devenu hyper cool d'aimer des films. Et il y a vraiment, on en parlait tout à l'heure en mangeant, il y a ce côté maintenant des nanars où aimer les nanars maintenant devient cool. Plus tu vas aimer un film hyper mauvais, plus tu vas être capable de regarder autant de nanars possible sur la nuit, plus tu vas être cool en fait. Donc il y a vraiment ce côté, tu as la pop culture, puis tu as aussi le rapport à la nostalgie dont on voulait parler quand on a un petit peu préparé notre podcast. Ça c'est un truc, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe Oli, mais Olivier, c'est que... tu peux l'appeler Oli. Hein. Non, on peut l'appeler Oli, ouais. Appelons-le tous Oli. Je m'y suis fait. On s'inscrit un peu en défaut de ça, je pense, à transmission. Je pense qu'on a un rapport à ce qu'on appelle vulgairement la culture doudou, qui est un peu problématique. Je veux dire, moi j'ai souvent l'impression que que la culture doudou est pas spécialement, pas véritablement
attachée à ce qui était vraiment principalement les années 80 auxquelles elle fait souvent référence, en tout cas dans ce qu'elle a de bon et d'attractif, mais que ce qui intéresse les gens, que la culture doudou intéresse, je vais dire, c'est plutôt une forme de refonte surdécoupée, surmarketée et passée à la moulinette d'Internet de tout ça. C'est quelque chose qui, au final, reste pour moi purement cosmétique et on est plus très peu signifiant. Une culture référentielle. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, et c'est la différence entre vraiment la pop culture et, comme on en parlait, cette nostalgie des années 80. Et qui s'adresse, j'ai l'impression, principalement à des gens qui n'ont pas connu les années 80. Exactement, voilà, c'est ça. Mais ça se voit beaucoup maintenant dans beaucoup de séries, on ne va pas toutes les nommer, même dans la mode, dans beaucoup de pans, dans beaucoup de films, dans beaucoup de pans de la communication visuelle, etc. C'est devenu une mode par défaut d'une époque qu'on n'a pas forcément vécue. Je t'ai coupé 3 fois, vas-y Oli. Non, j'avais plusieurs choses à dire. J'avais l'impression justement que cette nostalgie des années 80, elle était assez logique dans le sens où ceux qui ont grandi dans les années 80 sont aujourd'hui la population active, en gros, j'en suis un bon exemple, et que c'était aussi la première génération qui a eu des magnétoscopes et donc qui a pu regarder les films ad nauseam et les revoir et les revoir et les revoir. Et donc du coup, il y a ce côté vraiment régressif, nostalgique en remettant au goût du jour les choses qu'on a aimées enfant, en les partageant, etc. On retrouve quelque part un petit, le doudou, le coin de couette un peu douillé et les sensations du dimanche soir. Et, Sachez que pour moi, ça fonctionne très très bien, j'avoue. Ça m'étonne pas. Mais pour moi aussi, ça peut fonctionner, mais c'est quelque chose, en tout cas, que je différencie de la cinéphilie. Et il y a une chose que tu disais, Vincent, tu disais un cinéma d'avant-garde ou un cinéma qu'on va dire vite fait élitiste va avoir des références sociologiques. Alors si sociologiques ou culturelles, ou en tout cas un langage, on va dire des références, on va dire plus savantes, mais vraiment du côté classique quand je dis ça. Alors si le film il marche comme ça, alors Transmission va pas être copain avec ce film. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment le langage cinématographique qui nous intéresse, le langage des images, la manière dont tu fais communiquer les images et les sons, et comment ça va éveiller chez le spectateur, même qui n'a pas ses références, comment ça va signifier quelque chose. Pour moi, je vais prendre un exemple un peu qui va faire peur, mais pour moi, on peut aimer les films de Vera Setacool sans être cinéphile, sans avoir des milliards de références, parce que les films se suffisent à eux-mêmes, tu vois. Ils peuvent parler à n'importe qui, en fait. Si jamais, c'est pas une histoire de tissu référentiel commun, en fait. Il y a pas très longtemps, je regardais une vidéo récapitulative de l'année dernière de Durandal, parce que j'aime parfois me faire mal. et il cite le dernier Vera Setacool comme un de ses 10 films de l'année. Comme quoi, voilà. Comme quoi. Que nous, c'est vrai que la culture doudou, c'est pas qu'on est pour absolument vouloir passer dans cette culture doudou, absolument, mais on a tendance parfois, dans le podcast, à en parler en fait, à parler de ce que ça nous a fait enfant, et c'est sur la cuvette, je disais à Olivier... C'est super intéressant, ça. Ouais. Mais je disais à Olivier, moi j'ai énormément de mal à critiquer un film qui m'a plu quand j'étais petite. J'en suis presque incapable, j'aurais l'impression de trahir la Caroline petite, en fait. Tu vois, je ne saurais pas dire... Je ne pourrais pas te dire les défauts dans Jurassic Park ou dans Gremlins, c'est impossible pour moi, c'est viscéral. Alors qu'il y a certainement énormément de défauts, mais je ne peux pas le faire. Mais cela dit, pour rebondir, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec notre podcast. C'est vraiment de partir sur nos sensations communes qu'on a pu avoir étant enfant, mais vraiment de partir dessus pour développer si possible un discours critique. Mais donc ça donne quelque chose de très subjectif, mais on essaye quand même de décortiquer les parties scénario, parties effets spéciaux, parties effets de réalisation, tout ça, pour justement essayer de capter ce qui est question de langage cinématographique, de quelque chose qui nous parle à tous. Et là, de langage cinématographique, on va pouvoir en parler là, parce que voilà, je te laisse gérer. De toute façon, je pense dans la critique, le côté subjectif, c'est une valeur utopiste de journaliste ou de critique, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu l'es toujours un peu. Tu l'es toujours bien un sûr. peu. Mais justement, ce soir... Vas-y, Lucien. Après, si je peux me permettre de prendre le dernier mot sur ce qu'on appelle... Il te reste 3 minutes. La culture doudou. Peut-être, je peux parler au nom de Transmission, mais on peut quand même rappeler que le doudou, c'est un objet... pour enfants, qui vise à rassurer, mais qui est aussi un objet de transition. Donc on peut peut-être espérer, dans notre cas en tout cas, que public et créateur à un moment est un peu
un peu envie de passer, ou les capacités, parce qu'on sait que dans le cinéma c'est parfois plus compliqué que ça n'en a l'air, de passer au-delà et de vivre un peu leurs indépendances, de passer à autre chose, à d'autres images, à d'autres héros, et espérons-le un peu plus conjugué au présent. Et je pense que si on faisait un podcast ensemble, il pourrait s'appeler Transition. On s'amuserait super bien. On s'amuserait vraiment bien. Transition. Il s'appellerait Transition. Mais on pourrait vous inviter une fois à notre Excellente podcast. idée, Caroline. Mais justement, alors ce soir, on va parler de Last Action Hero de John McTiernan, dont Vincent est très très fan. Ouais, mais comme tout le monde ici. Comme tout le monde ici. Ouais. Mais alors, déjà, je me suis rendu compte d'un truc énorme quand on est arrivé ici. On arrive à 17h pour regarder les copains des autres podcasts. Et on nous demandait un peu de quoi on allait parler. À chaque fois que je disais le film, même à des gens qui me disaient « Ah, j'adore le cinéma, vous avez parlé de quoi ?» Et voilà, je connais pas, j'ai jamais vu ce film. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est dingue, parce que pour moi, c'est un film énorme. Et en fait, énormément de gens ne l'ont pas vu. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film ? Pourquoi ? C'est vrai. Parce que j'avais l'impression que c'était un bon terreau commun par rapport au type de cinéma qu'on a envie. En fait, tu évoquais plutôt l'idée, c'est important, on peut parler de cinéma spectaculaire, de divertissement, etc. et parler de films d'auteur. Et l'idée, c'est que c'est pas une dichotomie, c'est pas des choses qui s'éloignent, c'est des choses qui se regroupent, en fait. Et John McTiernan, c'est un super exemple de ça, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que Lucien l'a dit, ce qui nous intéresse dans le grand écart, c'est plutôt ce qui rassemble, quoi. De trouver qu'est-ce qui est au milieu, qu'est-ce qui est au centre. Et donc, en effet, on a choisi ce film-là. Bon, déjà, surtout parce que, déjà, c'est un film, un des films d'un grand auteur, qui est John McTiernan, donc dont Vincent va parler plus tard. Et puis, c'est aussi un film qui fait référence constamment à la pop culture, qui fait constamment référence aussi à ce rapport nostalgique ou à ce rapport, disons, réconfortant qu'on peut avoir au cinéma, qu'on peut avoir au grand écran, qu'on peut avoir aux héros aussi de notre enfance, puisque on va détailler un peu plus tard, mais le héros est un enfant et c'est un film qui va tisser des références entre fiction et réalité sans arrêt, des parallèles, qui va dresser des ponts entre les deux. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était vraiment une bonne... le film à traiter ce soir. Le film. Et d'ailleurs, Last Action Hero, on va s'en rappeler ensemble. Ça ressemblait à quoi ? Tu piques. Pictures is proud to present the screen's greatest action hero, Jack Slater. And Danny Madigan is his biggest fan. Jack Slater 4. But tonight, a magic ticket. It's a passport to another world. Will get Danny closer to the action. Holy cow! I'm in the movie! Who the hell are you? Don't shoot me! I'm Danny Madigan, I'm a kid! And you're going with him. Who is this twerp? And where is that smile on his face? I don't even know these kids. To a world that's bigger than life. This ticket is magic, and it really works. And better than real. You really believe that you're inside a movie, don't you? Yes! Damn it, that hurt. Arnold Schwarzenegger is Jack Slater. No! And Jack Slater is... Everybody down! Down! The last action hero. The big ticket for 93. I'll be back. Ha! You did not gonna say that, did you? That's what you always say. I do? J'ai des frissons. Cet accent. Oh là là. Mais Olivier, tu peux nous pitcher un peu le film ? Mais oui, tout à fait. J'ai préparé un petit truc. Évidemment. Donc, pour les non-anglophones, n'est-ce pas ? Donc le pitch, c'est quoi ? Last Action Hero, c'est l'histoire de Danny Madigan, qui est un enfant de 12-13 ans. Et il vit seul avec sa maman veuve dans un New York lugubre qui évoque fortement celui des années 70 et de Taxi Driver, par exemple. Et au lieu d'aller en cours, Danny passe son temps au cinéma Pandora, où il revoit inlassablement les films de la série Jack Slater. C'est un flic badass qui est incarné par Arnold Schwarzenegger. Qu'il est beau, d'ailleurs. Pardon. Jack Arnold. Slater. Ah oui, j'étais amoureuse de lui. Bon, vous l'avez entendu, qui garde son accent autrichien pour le film. Et donc, Danny, le soir de découvrir le nouvel opus de sa franchise adorée, Jack Slater 4, il se fait offrir un ticket magique par son ami Nick, le vieux projectionniste. Et alors, lors de la séance, le sortilège fonctionne et Danny se retrouve propulsé dans l'univers de Jack Slater. Le film dans le film. Le film dans le film, tout à fait. Et donc, à partir de là, le film va adresser des allers-retours entre la fiction, le film dans le film, et le film lui-même qui se passe dans ce New York lugubre. Alors, ils l'ont dit
Ils l'ont dit également dans la bande-annonce, c'est The Big Ticket for 93. Donc le film sort en 93, en 93, pardon. À l'époque, faut se dire... Attention, Olivier. À l'époque, donc, Schwarzenegger, c'est la plus grosse star d'Hollywood. Enfin, je veux dire, équivalent féminin à l'époque, ça devait être Julia Roberts, je pense. Mais en tout cas, c'est lui qui a touché les plus gros cachets. C'était une ascension constante, je crois. Depuis qu'il avait commencé Conan, ça n'arrêtait pas de... Non, Cactus Jack. Depuis... Je rêve de faire un podcast sur Cactus Jack, mais on va te laisser continuer à parler. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me couper quand vous voulez. Donc en tout cas là, il est fraîchement sorti de Total Recall, de Un flic à la maternelle, et aussi de Terminator 2, Le jugement dernier, bien sûr. Titou, bien sûr. Alors, c'est un film pas terrible. En plus, alors, c'est un film parfait. Bon, bref, soit. Sur le papier, l'idée de remettre en tandem Schwartzy avec un jeune garçon après John Connor, devant en plus la caméra de McTiernan, soit le réalisateur de Predator et de Die Hard, enfin Piège de cristal, ça sonne comme l'opération marketing de l'année. Et pourtant, le projet était parti sur de mauvaises bases depuis fort longtemps. 2 ans auparavant, les scénaristes Zach Penn et Adam Leff écrivent un premier jet intitulé Extremely Violent, qui contient les bases de l'histoire, soit un gamin aspiré dans un film d'action, soit donc ce gamin connaît les ficelles du film d'action et donc les clichés et va pouvoir aider le héros dans sa quête. 3 ans avant Scream, qui va aussi baser son enjeu sur les mêmes ressorts. Donc clairement on entre dans une ère postmoderne dont on n'est pas encore sorti, on va peut-être en parler plus tard. Dans 3 heures. Donc à cette époque, Columbia achète le script, Schwarzenegger est tout de suite intéressé, mais il n'est pas pressé et il trouve que le pitch est super mais que le scénario est pourri en gros. Donc du coup il donne le script à qui ? À Shane Black. Shane Black, c'est qui ? C'est le scénariste star à l'époque. Après, on trouve facilement la première version du script sur Internet. Il faut la lire, c'est une catastrophe. C'est absolument horrible. J'étais la lire pour préparer aujourd'hui. Donc, au final, au générique seront crédités Zach Penn, qui écrira plus tard Ready Player One et plusieurs films du MCU. Et d'un certain Left dont je ne connais Adam Left dont je n'ai jamais vu aucun film, mais oui, et aussi d'une Olive a très bien en parlé, mais d'une flopée de script doctor. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, le script après passe dans les mains de Shane Black, qui est le scénariste de L'Arme Fatale et qui vient de vendre, je crois, que c'était le scénario le plus cher à l'époque. Oui, mais il se faisait payer des ponts d'or à ce moment-là. Dans un film génial de Tony Scott, qui s'appelle Le Dernier Samaritain. Et donc, il va récupérer le script, le réécrire avec David Arnott. Mais Schwartzy n'est toujours pas content. Donc, il refile encore le scénario à William Goldman. C'est qui ? C'est l'auteur du roman et du scénario Princess Bride, que je suis sûre Caroline connaît très bien. Mais pourquoi ? C'est quoi ce... Bien sûr, j'adore. Mais aussi Des Hommes du Président d'Alan Pakula en 76 ou de Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill en 69. Le Marathon Man aussi. Tout à fait. Et après ça, le scénario va encore être retravaillé par une flopée de script doctors, dont Carrie Fisher, la princesse Leia, qui doit retravailler les personnages féminins. Donc, finalement, le film est greenlighté fin août 92, mais ils annoncent la date de sortie en juin 93, soit 10 mois plus tard. Soit au même moment que... Ouais. Donc ça devait être le succès de 93 et le marketing est juste monstrueux à l'époque. Il y a une poupée gonflable géante de Jack Slater sur Times Square. Il y a un partenariat avec Burger King, les jouets Mattel. Il y a Arnold qui convainc AC/DC de composer un morceau et qui va jouer dans leur clip et imiter la démarche d'Angus Young. Ce qui est très rigolo. Et enfin, le logo du film est inscrit sur une fusée de la NASA. Ce sera la première pub dans l'espace. Qui ne partira que 2 ans après et qui explosera en plein vol. Et donc... On spoil ton texte non, en fait. T'inquiète, c'est pas de souci. Et donc, le film sort le 20 juin 93 aux États-Unis, accompagné malheureusement de mauvaises critiques. Et le 20 juin 93, ça fait 1 semaine que Jurassic Park est sur les écrans. Un tout petit film. Et donc, Last Action Hero va mordre la poussière bien méchamment. Après un premier week-end catastrophique, le magazine Variety titrera « Lizards eat Arnold's lunch », soit les lézards ont mangé le goûter d'Arnold. L'ironie, c'est que Spielberg était envisagé un temps pour diriger Last Action Hero,
Zemeckis aussi. Hein. Zemeckis après Spielberg, en effet, et que Columbia n'avait pas peur de sortir son film une semaine après le Spielberg, parce que Spielberg sortait de Hook, qui avait contre-performé. Ils disaient c'est bon, Spielberg il est fini, pas de problème. Alors, Hook, parfait exemple de film que j'ai vu 10 fois enfant et je peux plus revoir aujourd'hui parce que je le trouve atroce. Voilà. Spielberg non plus, il veut plus le voir. Hein. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que là où le film de Spielberg a un timing parfait, même si c'est pas un film parfait, en tout cas rythmiquement il est parfait. Last Action Hero malheureusement se traîne un peu, surtout dans sa première partie, et c'est une des raisons invoquées par le réalisateur John McTiernan pour expliquer l'échec du film, soit une post-production ultra précipitée qui fait que le film est quasi un bout à bout. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont juste enlevé les claps et ils ont tout mis les plans prévus les uns à la suite des autres, enfin les bonnes prises prévues les unes à la suite des autres, et qu'il n'y a pas eu vraiment de travail vraiment sur la matière, parce que vous n'avez pas le temps. Et en gros, il y a aussi des effets spéciaux qui sont salement craignos dans le film. McTiernan dit, après, c'est toujours la question de la légende et la réalité, hein, la maxime fordienne, mais... McTiernan dit qu'il y a certaines scènes qui sont montées à la gâchette, quoi, qui sont montées, tournées les unes à la suite des autres sur la pellicule et directement sorties comme ça. Est-ce que c'est la vraie vérité vraie? On peut en douter, mais ça en dit long quand même sur les 6 semaines, je pense, ou les 5 ou 6 semaines de post-production qu'il y a eu entre la fin du tournage et la sortie en salle. Oui, quoi. mais c'est un film qui a subi des remontages, non? Oui. Parce qu'il y a eu des projections tests qui ont été relativement désastreuses et que c'est l'une des raisons pour laquelle ça a un peu cette gueule-là aussi. C'est parce qu'il y a eu des remontages un peu intempestifs et qu'ils voulaient quand même absolument maintenir la date parce que sinon ça donnait une mauvaise image du film, sachant justement que je crois à l'époque, Schwarzy, je crois que pour la première fois, il était producteur sur le film et il s'était investi dedans et donc il y avait vraiment quelque chose au niveau de son image qui se jouait, quoi. Et là pour le coup, en termes d'image, bon... Il y a cette légende aussi qui dit que McTiernan aurait caché chez lui un nouveau montage du film qui n'aurait pas pu sortir. Il y a cette légende-là pour tous ces films. Oui, c'est vrai. McTiernan a un côté, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, hein, mais un côté un peu conspirationniste. À nouveau, ça fait partie de la légende et ça construit le personnage. Mais oui, on sait qu'il s'est estimé lui-même comme une victime de la chasse aux sorcières moderne sous Bush avec l'affaire Pelicano, etc. Donc oui, c'est quelqu'un qui est fort porté là-dessus. Ça, c'est une certitude. Olivier, tu penses que dans une minute, on pourra passer à ton quiz, tu vois, écoute, comme ça, c'est parfait. Oui, bien sûr. Et d'autre part, les réécritures en cascade ont engendré un vrai problème de ton, n'est-ce pas? Le film est écartelé entre l'essence d'une fable orientée vers un public enfantin et un énorme actionneur qui est vendu. Et donc, en gros, il y a un problème sur ce qu'on vend, quoi. Et la plupart des spectateurs sont surpris et ne trouvent pas ce qu'ils sont venus chercher. Donc, mais après, au fur et à mesure des années, des ventes de VHS et des rediffusions sur les chaînes câblées, Last Action Hero finira par se rembourser et devient petit à petit un film aimé à sa juste valeur pour toutes les qualités dont on débattra, n'est-ce pas, un peu plus tard, mais aussi en francophonie, par aussi une super VF dont nous avons extrait notre jingle pour le quiz qui suit maintenant. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. 2, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des 2 mains? Tellement stylé. Magnifique. Voilà, et donc c'est l'heure du quiz. Attention, 7 questions. Le premier qui dit Schwarzenegger. Ou Braunschweiger. Bon, je préviens toute notre immense audience, je suis nulle dans un truc de rapidité, quoi. Oh là là, j'ai peur. Non, mais donc... Vincent, je compte sur toi. Et n'enchaînez pas, Schwarzenegger est la réponse. Hein. Vous dites juste Schwarzenegger, je vous donne la parole. Donc, okay. Si vous n'avez pas la parole, ne criez pas la réponse comme un bœuf. D'accord? Ok. Alors, question numéro 1. Entre À la poursuite d'Octobre Rouge en 90 et Last Action Hero en 93, McTie dirige l'un de ses films les moins connus dans la forêt amazonienne. Lequel? Schwarzenegger. Yeah. Pardon. Je donne la voix à Vincent car je ne connais pas, il m'est fort sympathique. Et c'était Medicine Man avec Sean Connery. Exactement, ça fait donc 1 point pour Vincent. Tu comptes les réponses, Caroline? Oui. Sans foutre aussi. Alors regarde, il a un bic. Il a un bic sur ses petites feuilles. Mets ta petite vêche, mets ta petite. Ok, alors,
Et d'ailleurs, une petite question dans la foulée, au générique de Medicine Man, justement, il y a l'actrice Lorraine Bracco, dont McTee était, semble-t-il, insatisfait. Et donc la légende veut qu'il aurait appelé un de ses collègues réalisateurs pour lui demander comment est-ce qu'il avait fait pour la diriger et qu'elle soit bien. Qui donc ? Attends. J'ai cette anecdote. Je crois que je l'ai, je crois que je connais. Moi, j'ai même pas vu le film. Ah non, je sèche. Tu peux pas avoir de points, Olivier. Vas-y, balance. C'est un réalisateur très connu qui est américain petit. C'est Marty Schwarzenegger. Il s'agit de Martin Scorsese. Exactement, puisque Lorraine Bracco jouait la femme de Ray Liotta dans Les Affranchis. Oui, c'est vrai, c'est elle. Mais oui. Ok, très bien, un point pour Allez. Lucien. Super. Alors maintenant, on parle plus spécifiquement de Last Action Hero, donc Caroline rentre dans la danse. Ok. Dans la scène d'ouverture de Last Action Hero, la grande Tina Turner fait une apparition. Dans quel autre film apparaît-elle sans jouer son propre rôle ? Schwarzenegger, dans Mad Max, Dôme du tonnerre. Exactement, c'est une bonne réponse, mais il y a une autre réponse, si vous l'avez, c'est bien. Non. Ok, c'est pas grave. Un point pour Lucien, l'autre film c'était Tommy de Ken Russell. C'est mon petit cadeau pour vous pour ce soir. Merci. Donc, je voulais amener. Nous avons, comment s'appelle-t-il déjà ? Tom Noonan dans Last Action Hero. Qui vient de nous rejoindre en studio. L'éventreur. De Hitcher, je sais plus le nom, l'éventreur. L'éventreur qui est là, dans le studio. Enfin, je crois qu'on le voit passer. Hein. Oui, on le voit. Hein. Ok. Alors, quatrième question. Toujours dans l'ouverture du film, on découvre l'acteur Frank McRae dans le rôle du lieutenant Decker. La même année, il incarne un rôle similaire dans un autre film qui doit beaucoup acheter de la... Ah, les siens. Vas-y, je vous le laisse. Non, mais je l'ai pas en plus. Ah, mais merde, par contre, je sais pas le numéro, mais dans l'Alarme Fatale. L'Alarme Fatale, c'est le 4 ? Alarme Fatale, pas dans l'Arme Fatale. Alarme Fatale. C'est dans le premier ? Oui, dans le premier. Donc voilà, le lieutenant chef joue aussi le chef de la police dans Alarme Fatale, qui est un autre parodie de buddy movie, buddy cop. Exactement le même rôle. Ouais. Voilà. Il n'y a juste pas de la fumée qui s'est Mais exactement, c'était ce que j'allais dire, Irina. Donc pas de fumée, très bien. Donc ça fait toujours 2 points pour Lucien. On est à 3 points pour Lucien. On a 3 points pour Lucien. Ok, 5e question. Benedict, le méchant du film, est interprété brillamment par le Britannique Charles Dance, qu'on verra plus tard dans Game of Thrones. Mais à la base, qui était pressenti... Pardon. Alan Rickman. Yeah, Caroline, back in the game. Elle a même pas laissé finir. En effet, Alan Rickman devait jouer donc le méchant, mais il paraît que Benedict, donc Charles Dance, se baladait avec un t-shirt sur le plateau qui disait « I am cheaper than Alan Rickman ». Oui, parce qu'Alan Rickman voulait plus d'argent. Exactement. C'est dommage parce que Alan Rickman est un immense acteur qui n'a pas une filmographie à la hauteur de son talent et ça aurait rajouté un bon film. Toi, tu n'aimes pas Harry Potter. Bon, j'ai de la sympathie pour Harry Potter, mais à part le 3 en termes filmiques, il n'y a pas grand-chose qui se tient. On est d'accord. Je trouve que Charles Dance est quand même excellent dans le film. Oui, il est super. Il est incroyable. Ouais. Bref. 6e question, avant-dernière question, attention. Voilà, celle-là, elle est dure. Le film rend hommage au Hamlet de Laurence Olivier, sorti en 48, mais aussi au 7e saut d'Ingmar Bergman, sorti en 57. Bien qu'ici, le rôle de la mort soit interprété par Ian McKellen, en lieu et place de Bengt Ekeroth. Celui-là, j'ai dû aller chercher sur Wikipédia. Laurence Olivier et Ian McKellen, 2 acteurs qui ont interprété le même rôle à l'écran à 40 ans d'intervalle. Schwarzenegger, je le tente au pif, Hamlet. Non, mauvaise réponse, mais... C'est un Shakespeare en tout cas. C'est Macbeth. Non, mauvaise réponse. Le Roi Lear. Allez, on va tous les faire. On va tous les faire. Non, c'était Richard III. Ah putain. Oui. On peut, j'ai demandé tout à l'heure si on pouvait dire des gros mots. Donc Richard III de Laurence Olivier en 55 et Richard III de Richard Longren en 95. Je mets un point pour toi. Avec Ian McKellen, qui avait la particularité de se dérouler dans l'Allemagne nazie. Allez, dernière question, une facile. Le premier qui parvient à épeler Schwarzenegger. Schwarzenegger. Non, ouais, vas-y. S-C-H-W-A-R-Z. E. Non. Attends, tu vois. Si c'était juste ? Oui, c'est juste, continue. Oui, tu vois. N-E-Z. Non. Tu l'as troublé, Non, oui, j'ai perdu le fil. Je l'ai écrit tellement de fois. C'est vrai ? Ah ouais, c'est vrai. Très improbable, d'accord. Moi j'écris toujours Schwarzy.
Oui, c'est plus facile. Tout pareil au début, sauf que N-E-2-G-E-R. 2N-E-2-G-E-R. Ah, il y a 2 N, ouais. Ah là 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 là. Ok, personne n'a le point. Ah, dommage. Bon, écoute, c'est pas grave. On va pouvoir. Donc, comment on écrit Nietzsche maintenant? Oui. Non, on n'a pas le temps pour la dictée du bal froid. Alors, Olivier n'a pas droit à des points, il a les réponses, Vincent, tu triches. J'ai mis 2 points. Ouais, non, mais Lucien, il a gagné. 2 points pour la qualité de la question. Voilà. C'est vrai, on peut Mais Lucien franchement. gagne. Merci pour ce merveilleux quiz où je me suis rétamée, mais j'ai quand même une réponse. Mais la rapidité, c'est tellement pas mon truc en quiz. Vous le verrez après au Burger Quiz. Alors, on continue sur. On a. Ok. On a un problème technique. Ok. On peut continuer? Ok. Oui, vas-y. Ok. Alors, mais maintenant, on va un petit peu parler de McTiernan. Vincent, tu nous dis un peu ton amour pour ce grand homme. Oui, alors c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais que dire sur McTiernan déjà en 5 minutes? Déjà que c'est un réalisateur américain. Donc, bon, je veux dire, c'est toujours bien de le préciser parce qu'à Hollywood aussi, tu as des grands noms finalement. Il y a aussi des Allemands. Il y a aussi des Allemands. Mais j'ai envie de dire, en fait, justement, j'allais dire, d'abord que c'est un réalisateur qu'on labellise souvent comme réalisateur de cinéma d'action. Ce qui est un peu le cas. Pas toujours. Mais bon, disons que c'est peut-être un peu réducteur, mais qu'il y a quand même du vrai. Si tu reprends les exemples comme Medicine Man ou quelque chose comme Le 13e guerrier, on sort un petit peu de certains carcans, quoi. Et alors justement, je parlais de cinéaste, c'est pas forcément évident qu'il soit américain. C'est quelqu'un qui est finalement très influencé par le cinéma européen et son esthétique, à tel point d'ailleurs qui va aller démarcher Jan de Bont, qui était le chef-op officiel donc de Verhoeven, donc le réalisateur hollandais qu'on ne présente plus, qui est venu faire carrière à Hollywood. C'était parce qu'il aimait vraiment bien son travail. Il s'est dit tiens, je vais le prendre pour Die Hard, quoi, avant qu'il ne parte faire sa carrière dans son coin, mais ça c'est une autre histoire. Et aussi quelque chose qui obsède énormément McTiernan dans sa carrière et dans ses films, c'est la notion de langage. Il y a quelque chose de très important comme ça dans son cinéma sur le langage, à la fois le langage cinématographique, et là on va pouvoir creuser ça par rapport à Last Action Hero, mais aussi le langage en tant que tel, comment on se comprend, et surtout comment amener les images, la musicalité des images à raconter une histoire sans qu'on ait besoin en fait d'avoir les mots systématiquement. C'est quelqu'un qui fait de la mise en scène, quoi. C'est exactement, mais en fait ça paraît si fou parce que tu parlais de cinéma doudou et de trucs référencés, etc. Mais c'est fou de rappeler qu'en fait il y a une essence comme ça, et en tout cas qui a été fort théorisée dans le cinéma de McTiernan, et qui est là et qui est super, qui est limpide, quoi, en fait. Et donc c'est quelqu'un qui en fait est fort partisan d'un cinéma qui se détacherait, comme je disais, d'un langage parlé trop présent. Pour lui, il y a vraiment un moment où si la mise en scène, le montage, la réalisation est bien pensée, en fait, tu pourrais très bien te faire un film en langue étrangère, limite sans sous-titres. La limite à la Mel Gibson, quoi. Tu vois, c'est pas qu'il se passe de sous-titres, mais il y a vraiment une logique un peu comme ça, tu vois, dans certains films comme Apocalypto. Alors c'est également un réalisateur donc, qui accorde beaucoup d'importance, je vais y venir parce que c'est aussi important dans Last Action Hero, au développement de ses personnages. Ça c'est quelque chose, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais si par exemple tu le compares à un Verhoeven, j'y reviens, qui a peut-être un discours politique peut-être dans ses films, lui j'ai vraiment cette impression qu'il centre avant tout son point de vue sur ces personnages et sur comment je te fais ressentir de l'empathie pour ces personnages, comment j'évite d'en faire une fonction narrative. Ce qui est aussi une manière d'avoir un discours politique. Oui, c'est ça, oui, évidemment. Mais ça, on va pouvoir en parler. Je le sens plus dans Die Hard, par exemple, que dans Last Action Hero. Dans la deuxième partie, je trouve qu'il y a de ça dans Last Action Hero aussi. Je te laisse continuer. Oui, tout à fait. Donc, attends, parce que maintenant, il faut que je sache où j'en étais arrivé. Donc oui, c'est quelqu'un qui arrive fort à faire ressortir en fait l'humanité de ses personnages, que ce soit par le dialogue, mais surtout, comme je le disais, il y a la mise en scène, le montage qui est très important. Et alors, autre point important dans ces films, tu l'évoquais plus tôt, c'est toujours le cas dans Last Action Hero, c'est quelqu'un qui est très très influencé par des auteurs classiques. On faisait le pont, on disait il y a une culture classique et il y a peut-être quelque chose de plus populaire qui est peut-être basé sur l'action. Lui, c'est quelqu'un qui fait des jonctions systématiques. Par exemple, il y a des fortes influences le songe d'une nuit d'été de Shakespeare dans Die Hard, et là pour le coup il passe son temps aussi à citer Shakespeare, mais là de façon beaucoup plus évidente dans Last Action Hero. Si je peux te couper 2 secondes là-dessus, parce que c'est quelque chose, on va peut-être pas partir là-dessus, ça prendrait beaucoup de temps, mais je trouve ça passionnant. Ce serait de mettre en parallèle Last Action Hero avec le True Lies de Cameron qui sortent à quoi, 2 ans d'intervalle. 2 ans, je pense. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, pour montrer comment
Cameron va de façon beaucoup plus cynique détourner le propos, un peu comme le fait partir sur le paraître. C'est ça, ouais. Sauf, et devenir un carton, là où McTiernan va se planter royalement avec une proposition semblable, mais bien plus romantique, disons. Dans le sens littéraire du terme, quoi. Et enfin, je rebondis là-dessus parce que tu parlais de classicisme tout à l'heure. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans parce que, enfin, Cameron a une fascination pour ce qu'on pourrait appeler le cinéma du futur. Oui, tout à fait. C'est presque un ingénieur là-dessus. C'est un pur génie, mais voilà. McTiernan aussi est un génie à sa façon, mais plus un génie de l'espace, du découpage, de la mise en scène à proprement parler. Et là-dessus, il va plus s'intéresser aux origines, enfin à un cinéma plus classique, avec beaucoup de rigueur, mais peut-être quelque chose de plus classique sur ce point. Alors évidemment, Cameron s'intéresse énormément au classicisme aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui va de manière comparable. Mais ils savent manier leurs références, quoi. Oui, c'est ça. Mais la différence, je pense, c'est que ça se retrouve plus dans la pure mise en scène chez McTie, là où chez Cameron, il va plus travailler le classicisme sur, je dirais, une structure principalement narrative, qui est donc très classique, mais qui va coupler ça avec une technique non seulement moderne, mais presque même, j'ai envie de dire futuriste, en tout cas en avance, comme s'il voulait toujours inventer le cinéma de demain. Et en fait, c'est peut-être la différence entre... J'ai l'impression que McTiernan est plus ancré dans un cinéma classique, là où Cameron a un pied dans... fait un peu le grand écart comme nous. Il va pas être en perpétuelle recherche du cinéma de demain. Oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire par là. C'est pas forcément un expérimentateur de la technologie, quoi. Tu vois. Et alors, c'est marrant parce que voilà, donc on parle de classicisme et c'est vrai qu'à première vue, quand on en parle comme ça, McTiernan, on pourrait plus s'associer. On évoquait plutôt un cinéma plus type art et essai. Et pourtant, c'est un pur entertainer en fait, hollywoodien. Il a réalisé un des films les plus populaires d'action aux États-Unis, début 80, fin 80, début 90, Predator, Die Hard, À la poursuite d'Octobre Rouge. Alors, c'est pas un réalisateur qui s'est contenté d'en faire des succès. Il a passé son temps à réinventer le cinéma d'action, en fait, en faisant ça. On va pouvoir l'évoquer après. Malheureusement, ça, on l'a pas trop dit. Sa deuxième partie de carrière a été plus problématique. Il y a eu Last Action Hero. Il y a eu Medicine Man, qui a pas du tout été un succès, qu'on a évoqué. Et il a eu deux gros problèmes dans sa carrière. Les méga conflits du 13e guerrier avec Michael Crichton qui a fait qu'il n'est pas du tout content du film, et alors surtout Rollerball. T'évoquais l'affaire Pelicano où il disait qu'il subissait une chasse aux sorcières. En fait, l'affaire Rollerball, c'est un film qui n'a pas du tout marché, projection test désastreuse. On lui a demandé de revenir sur les bancs du montage, il était tellement pas satisfait que le mec a mis son producteur sur écoute et qu'il a été inquiété par le FBI. C'est plutôt pour revenir sur ce que je disais, pas qu'il s'estimait comme victime de la chasse aux sorcières, mais de victime collatérale, quoi. Parce que Clinton était parmi les, comme Tom Cruise, comme plein de gens, mais était sur Michael Jackson, enfin tout Hollywood, en fait, dans les carnets de Pelicano. Et donc, voilà. Et la particularité, c'est qu'il est même pas tombé pour les affaires des écoutes. Il est tombé parce qu'il a menti sous serment au FBI. Et donc le mec a fini par faire. C'est un peu une idée à la con. Et en fait, c'est con parce qu'il a fini par faire de la prison et le mec n'a plus jamais tourné depuis. Donc voilà, ça c'est le truc, ça nous désespère un peu, mais voilà. Ouais, rendez-nous McTie. Il a fait des trailers pour le jeu vidéo Ghost Recon. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Mais je vais me permettre de recentrer un tout petit peu sur le film pour qu'on ait le temps de faire nos 4 heures d'émission en une seule. Je voudrais un peu lancer Lucien sur l'image du héros dans Last Action Hero. Si tu peux nous parler, on a un peu chacun nos parties, même si on aime beaucoup s'interrompre. Vas-y. Lance-moi et interromps-moi. Je te lance. Ouais, moi, ce qui m'intéresse le plus, alors évidemment, on a peu de temps, donc il faut angler. C'est chaud, hein. Oh là là. Ce qui m'intéresse le plus dans Last Action Hero et dans l'image du héros et du héros d'action, plus principalement là-dedans, c'est son parcours et son évolution. Parce que je pense que dans un premier temps, dans ce film-ci, Slater apparaît, donc le personnage interprété par Schwarzenegger, comme un cliché absolu, et je pense que le film est assez discursif sur ce qui fait, sur ce qui en fait en tout cas un cliché du cinéma d'action hollywoodien. Donc c'est-à-dire qu'il balance des punchlines, qu'il étale des mecs à main nue, inébranlable. Enfin, voyez le film, c'est assez clair là-dessus, quoi, avec rien de réaliste. Tous ces gens qui n'ont pas vu ce film, voyez ce film, voilà déjà. Oui, ça de toute manière. Et à partir du moment où il va rentrer en contact avec Danny et pénétrer un peu plus tard dans le monde réel, il va prendre rapidement une autre épaisseur, quoi.
Alors il garde les mêmes attributs, ça reste le même personnage, mais il devient faillible et il prend conscience en fait, et c'est ça qui est super intéressant, de sa non-immortalité. Oui, mais en fait, tu vois, je parlais de la façon dont c'est important pour McTeague de construire ses personnages et surtout de les rendre humains. Je trouve qu'il y a vraiment même un discours sur sa propre manière de faire vis-à-vis de sa construction scénaristique à lui ou de sa construction de film, qui est de se dire, tu pars d'une marque, tu pars du regard d'enfant qui voit un héros, un truc labellisé, cinéma d'action et tout, et qui finalement, en s'y intéressant, va finir par piger que il va le rendre humain en fait. Il va le rendre humain, et surtout en l'amenant dans son carcan plus réaliste. C'est surtout le mec va prendre raison en fait, va prendre conscience de ses propres failles et surtout du malheur qu'il vit et du malheur que la société d'entertainment, finalement j'en parlais, lui fait vivre à lui, parce qu'il a un moment, un dialogue avec le personnage d'Arnold Schwarzenegger en vrai, en disant mais je déteste ce que tu as fait de moi, quoi. Ouais. Voilà. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est super intéressant, ce que tu dis est très vrai et super intéressant. Et justement en fait tout ce côté-là, tout ce côté un peu invincible en fait du personnage de Slater dans un premier temps, c'est aussi ce qui plaît à Danny, en tout cas en début de film. Donc une sorte de figure, en fait. Ouais, c'est ça, une sorte de figure masculine de substitution, lui qui est orphelin de père, là où justement Slater a perdu un enfant du même âge, dont en plus le nom est un anagramme de Danny puisque c'est Andy. Ah oui, enfin bon voilà, donc on est vraiment dans ce qui me permet de faire une très rapide parenthèse sur le fait qu'en fait le film arrive à travers justement la construction de ces personnages. Je rebondis un peu sur ce que tu disais, mais arrive à être hyper intéressant sur comment on affronte un deuil, comment on affronte des deuils même, parce que c'est pas la même chose de perdre un père que de perdre un fils. Trouver une utilité à son existence à travers les relations, et même je trouve le film sur ce point de vue-là super intéressant sur l'inadéquation, je veux dire, qu'il y a entre les rôles, enfin les non-rôles féminins qu'on voit dans le film, oui, et le rôle de la mère, qui est un truc beaucoup plus réaliste, ou même des filles qu'on croise dans la rue dans le monde réel, c'est pas tout à fait la même histoire. Et je trouve que c'est à travers justement tout ce rapport-là que ce genre de propos surgit. Mais pour revenir sur la prise de conscience de sa non-immortalité, je pense que c'est le sens d'une des répliques les plus cultes du film, et probablement Un éléphant ? Non, c'est pas celle-là, c'est ma réplique préférée. Probablement la tirade la plus célèbre qui serait donc la variation dans le film, c'est to be or not to be, not to be. Qui fait donc référence à Hamlet, qui est aussi d'une certaine manière une œuvre, pas un film évidemment, mais une œuvre méta. Et ce serait aussi une manière pour McTeague de démontrer, ou en tout cas de dire que Hamlet n'est peut-être plus ne résonne plus avec les questionnements du héros hollywoodien d'action moderne, en tout cas tel qu'il le montre dans la première partie de son film, disons. C'est d'ailleurs un truc que pour Slater comme pour ses antagonistes, dans cette première partie, la mort n'a absolument aucun sens, c'est un pur jeu. Slater, une fois qu'il est confronté à la mort dans le monde réel et au contact de Danny, commence à prendre compte, contrairement au personnage du vilain, du méchant, qui est incarné par Benedict, pour qui ça restera un jeu, mais vraiment jusque dans sa dernière seconde, quoi. Non, en fait, je me suis trompée j'allais dire, je vous ai offert un méchant, mais c'est pas le bon. Mais c'est un autre, il était très bien quand même. Oui, mais je pense qu'il va nous attendre après. Mais et malgré ça, je reste sur mon fil, je reste sur mon idée de la gestion de la mort. Et, enfin voilà, dans ce film-là, c'est que malgré ça, Slater reste totalement incapable d'affronter la mort réelle, qui est capable de tuer dans le 7e saut de Bergman comme dans les rues de New York. Et au final, le seul capable d'affronter la mort, de lui tenir tête, c'est le véritable héros du film. C'est celui qui agit comme le catalyseur du récit. C'est aussi celui qui a le plus d'enjeux à défendre, et c'est Danny. C'est le garçon par qui le récit commence. Je trouve d'ailleurs. Vas-y. Je trouve d'ailleurs que le fait qu'il semble jamais vraiment prendre conscience que c'est lui le héros du film rend le personnage encore plus touchant, le personnage de Danny. Et alors là, on revient au début où on a une scène où une prof de Danny montre à l'école, qui est d'ailleurs incarnée par John Plowright, qui est la femme de Laurence Olivier, qui joue Hamlet dans le film. Enfin, on est dans des discours triplement méta, où elle explique que pour elle, Hamlet est l'un des premiers héros d'action de l'histoire. Voilà, je pense qu'en fait, pour McTeague, en tout cas
je pense dans tous ces films, mais particulièrement dans celui-là, un héros n'est héroïque au final que s'il est faillible, que s'il n'a quelque chose à perdre. Mais c'est exactement ça, mais en fait c'est vraiment bien que tu prennes l'exemple de la séquence d'Hamlet revisitée par Audier, quoi, parce que c'est vraiment là en fait qui synthétise cette idée-là, vraiment. L'idée que on en est à un stade où il te faut de l'action à tout prix, mais qu'on s'embarrasse de moins en moins de l'idée de mais qu'est-ce qui va faire que tu vas comprendre les intentions du personnage. Le fait qu'il doute et qu'il dise est-ce que je dois retenir ma main, est-ce que je dois le tuer ou pas. Non, tue-le. C'est ça que dit Danny d'ailleurs. Il dit mais qu'est-ce que t'attends? Moi c'est pas ça que je veux voir, quoi. Ouais. Carrément. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la mort dans le monde réel. Parce que dans Last Action Hero, il n'y a pas vraiment de monde réel. En fait, on a un peu cette différence au départ. On a l'impression qu'il y a le monde de Danny, qui est le monde, comme tu disais, des années 70, où je disais, moi, on en parlait avant l'enregistrement avec Vincent, qui est aussi un peu l'image de tout début 80, un peu premier Terminator, un peu glauque, dégueu, le New York un peu bof, pas hyper... New York avec des cinémas porno et des trucs comme ça. Voilà, c'est ça, tu vois, où il y a la prostitution, meurtre en pleine rue, les cambriolages, etc. Il y a Danny qui est un peu notre double, c'est un peu... Moi, perso, je regardais beaucoup de films plutôt que d'avoir des copains quand j'étais petite, et t'as un peu ce personnage qui est un peu notre double dans la vraie vie, quoi. Il se réfugie au cinéma, il a Nick, le projectionniste, qui joue un merveilleux personnage d'ailleurs dans les Gremlins 2. J'ai oublié le nom de cet acteur d'ailleurs. Il y a vraiment ce truc où t'as cette vie familiale hyper réaliste, en fait, hyper dur. Et puis t'as à côté de ça le monde du cinéma. T'as le monde, c'est Los Angeles, c'est hyper solaire, toutes les filles sont magnifiques, comme tu disais tout à l'heure. T'as un peu toute cette différence que dans le monde de Slater, t'as des explosions hyper faciles, des facilités scénaristiques énormes. Enfin, tu claques des doigts, tout est là, tout se passe quand il faut. Et puis t'as quand même énormément cette enseigne Acme qui apparaît énormément dans le monde de Jack Slater. Mais en fait, quand tu retournes dans le monde de Danny, le monde réel, t'as quand même Acme qui apparaît tout à la fin quand Jack va sauver Danny, comme il n'a pas réussi à sauver son fils de l'autre côté. Et t'as quand même quelques signes qui te montrent que le monde réel de Danny n'est pas si réel que ça. Déjà, t'as des facilités scénaristiques énormes. On va quand même tomber hyper facilement sur Benedict. Tu te dis, ouais, ça aussi, c'est un peu ce qu'on dénonce dans le côté... Enfin, on dénonce pas, mais on a ce côté hyper facile dans le monde du cinéma. Mais dans le monde réel, en fait, c'est pas vraiment si réel que ça. C'est quand même hyper facile. Sauf qu'ils en font, pour reprendre ce truc-là précisément, ils en font un discours et puis concrètement, ils sont presque étonné du fait que ça arrive dans un monde où ça ne serait pas censé arriver. C'est ça. Donc, mais en parallèle avec l'enseigne Acme, t'as quand même ce truc. On regarde un film, tu vois, et on te rappelle quand même que tu regardes un film. Ça soulève, si je peux juste faire un petit truc, parce que ça rejoint un peu le héros, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est absolument... on peut pas passer à côté quand on parle de n'importe quel bon film avec Schwarzenegger, mais et particulièrement dans celui-là. Chaque film avec Schwarzenegger est bon. Alors non. Je rigole. Cactus Jack. Ouais. Continue, vas-y, pardon. Non, mais je pense qu'en fait, là, je vais partir sur, enfin, je vais emprunter une idée à Jérôme Momcilovic, qui a écrit un bouquin absolument passionnant sur Schwarzenegger qui s'appelle Les prodiges d'Arnold Schwarzenegger. Voilà. Identifiable, très bien. Ouais. C'est qu'en fait, je pense, mais je le rejoins parfaitement là-dessus, et je prendrai peut-être une autre piste que celle qu'il développe dans tout un bouquin. Les films les plus intéressants avec Schwarzenegger sont évidemment ceux des grands réalisateurs, mais sont surtout ceux dans lesquels il est utilisé comme une entité. Plus que comme l'acteur qu'il est, ou même comme le personnage. Alors on peut citer évidemment, j'ai fait une petite liste pour pas en oublier, ça me ferait mal, mais ouais. Terminator 2, Last Action Hero, Total Recall, Predator et Conan, qui sont pour moi les grandes œuvres. T'en parlais aussi, mais en fait j'en parlais aussi parce que je pense que ça a vraiment conditionné le choix de l'acteur pour jouer. Mais bien sûr, ça McTiernan l'a bien compris. Le méchant dans Terminator, en fait, c'est plutôt James Cameron, parce qu'en réalité, à la base, Schwarzy il venait caster pour le rôle de Kyle Reese, et en fait c'est Cameron qui, en le voyant comme ça, s'est dit mais en fait moi j'ai besoin d'un corps du futur, et ça c'est un corps du futur, ça c'est un corps qui peut me montrer vraiment le robot, la force inarrêtable. En fait l'idée de base dans Terminator, je vais très vite m'arrêter parce que c'est vrai que c'est pas de ça. En plus je pense qu'il nous reste 3 minutes, mais on continue. C'était que le Terminator devait se camoufler 3 minutes. Ouais, bien sûr, mais après je termine juste mon idée, et puis après je Olivier relance voulait quand même rebondir un petit peu, je pense.
Laissons Lucien finir. Ok, allez, termine Lucien. Non, mais c'est oui, parce on que tu parles de Terminator, mais évidemment, on peut parler de Predator aussi, qui est un autre film de McTee avec ok, ça va, on a compris qu'on te prend comme invité pour Predator. Non, mais non. Mais en fait, c'est exactement de la même manière qu'il l'utilise. Enfin, exactement. Je veux dire, il y a des grandes similitudes entre l'utilisation que fait McTiernan dans Predator et dans Last Action Hero de Schwarzenegger. En fait, il est utilisé presque comme un bloc de glaise à déformer, à commenter plus pour ce qu'il est et ce qu'il représente qu'autre chose. Et c'est vrai qu'on parle toujours de Predator comme d'un grand film d'action écologiste, on pourrait dire, et c'est très probablement vrai. Mais je pense aussi que c'est un film qui dissèque magistralement ce qu'est la virilité. Je me demande même si c'est pas la masculinité. Je sais pas si mais je pense que McTee en parlait avec ces termes-là. Ah oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas pour rien que les héros sont présentés par leurs muscles bandés, par des cigares phalliques. Ils ont tous tout le temps des énormes cigares en bouche. C'est pas pour rien que le Predator est un personnage, ou la Predator d'ailleurs, est un personnage asexué dont la bouche est littéralement un vagin denté. Voilà, en gros. Mais alors je fais juste le dernier petit lien parce que ça rebondit sur ce que tu disais juste plus tôt. C'est que dans Last Action Hero, il y a une scène particulièrement brillante sur ce que tu disais plus tôt, Caroline. C'est la scène la scène de l'avant-première. Qui montre à quel point le action hero en fait n'existe pas. Il ne reste que la fiction qui rencontre la fiction et on est donc face à différents degrés de fiction, on pourrait dire comme ça, qui s'interpénètrent. Il y a une réplique qui est géniale où il dit Schwarzenegger qui joue Schwarzenegger dit à Schwarzenegger qui joue Arnold Schwarzenegger. Et voilà, 10 secondes de perdu. Oui, c'est ça. tu es le meilleur sosie que j'ai jamais vu. En fait, ça dit tout. Les seuls héros à nouveau sont les gens inspirés de la réalité. Les gens qui vivent une vraie vie, on pourrait dire, c'est Danny, c'est le spectateur, c'est les spectateurs, c'est vous et moi, et ça rejoint à nouveau une scène dans le monde réel où Schwarzenegger dit et là ça prouve que McTee est un cinéaste politique, où il dit à Danny le monde est ce que tu en fais, et c'est une manière de dire en fait tu es le héros de ta vie, tu es le héros de ton monde, quoi. Donc tout se rejoint, bien sûr. Olivier, on peut te laisser le mot de la fin? Non, oui, je voulais juste en rajouter sur Schwarzenegger en disant que finalement, avec l'échec de ce film, c'est aussi le moment où il s'est rendu compte que lui-même était faillible en tant qu'action movie star. Et d'ailleurs, McTiernan a fait 3 films de suite, quasiment de suite, qui sont Die Hard, Last Action Hero et Die Hard 3, où non seulement il déconstruit la figure de l'action man ou du héros d'action, dont bien sûr il prend Schwarzenegger pour Last Action Hero puisque c'est l'Ubermensch, c'est le plus gros héros d'action, le bloc infaillible. Enfin voilà, maintenant il y a The Rock, mais c'est une autre histoire. Et que bien sûr après Last Action Hero, il va reprendre John McClane au plus bas, le plus common man possible, alcoolique, qui pue de la gueule, pour le balancer dans les rues de New York dans Die Hard 3, avec un filmage qui va inventer le film d'action des années 2000. Et qui se rapproche peut-être thématiquement de la seconde partie de Last Action Hero. Exactement, oui, en termes d'esthétique. Mais écoutez, je pense que on a tous parlé à un BPM. On a fait ce qu'on pouvait. C'est vraiment fini là? Ah oui, on a fini. Hein. Et ça va vite. Hein. Il fallait me dire de me taire. 5 minutes, je suis pas voilà, mais oui, on va jouer le jeu. On va jouer le jeu. Mais pour la petite anecdote, je pense que Schwarzy a quand même été tellement un peu secoué par l'échec commercial du film qu'à ce moment-là, il avait vraiment, je pense, considéré d'arrêter sa carrière cinéma pour déjà se lancer dans la politique. Et c'était vraiment passé à 2 doigts finalement. Bon, il a continué à notre plus grand bonheur. Voilà. Ouais, tu parlais tout à l'heure de True Lies. Moi, je persiste à croire que Schwarzy n'est pas un excellent choix de cast pour True Lies. Non, mais lui, ça se voit beaucoup, surtout la première séance de True Lies, quand il doit parler français. Ça ressemble à rien du tout. Faudrait que je revoie le film, ça fait un moment. Mais en fait, dans True Lies, effectivement, ça passe plus aussi par une interprétation. Et en fait, voilà, je suis désolé si vous êtes fan de Schwarzy, mais Schwarzy n'est pas un bon acteur. Oh là, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il peut être très bon dans Last Action Hero et tout. Ici, devant tout le monde, auditeurs, spectateurs, équipe, on va faire un épisode croisé chez nous, rien que sur Schwarzenegger. Yes. Ça vous dit? Oh, dites, on a créé des ponts. Et on est devenus amis et tout, quoi. Là, c'est bon, quoi. Oh, ça me touche. Mais merci pour ce super épisode. Je pourrais encore faire ça pendant 4h30. Je pense que maintenant, on va aller boire des verres et continuer toutes les notes qu'on a pensé lire. Vous avez autre chose à faire. Non, on a autre chose à faire. Vous restez là, vous bougez pas. Ah oui, c'est vrai. Oh non, je déteste.
Mais bon, vous avez fini, je mets le jingle Oui, de fin. vas-y, allez, vas-y, Jingle sinon on de est fin. parti Au revoir tout le monde, 4 merci heures, de l'écoute. Merci encore de beaucoup. l'accueil. Merci. Ce live est à retrouver sur LVDT Audio et dans le podcast LVDT Audio, dispo sur toutes les applications podcast. Merci de nous avoir accompagnés. Bonne nuit.